Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie, et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but ? Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien, et leur vision de l'avenir. Aujourd'hui, nous recevons Sarah Habitant, chef pâtissière et entrepreneuse. En 2016, elle lance sa boutique gâteau, située avenue des Vosges à Strasbourg. Avec une gamme de pâtisseries 0% de lactose et 100% plaisir, elle a très vite su conquérir le cœur des Strasbourgeois, qu'ils soient allergiques, intolérants ou simplement amateurs de très bons produits. Sa grande fibre artistique et sa volonté de faire sont ses principaux atouts et lui ont permis de se faire une place dans l'univers pâtissier français. Et Sarah n'arrête plus d'entreprendre. Cet échange est une occasion rêvée pour parler ensemble des défis de la pâtisserie sans lactose et d'entrepreneuriat. Merci beaucoup Sarah de ta présence et bienvenue à toi dans les Becs Sucrés. Bonjour Julie, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Sarah, nous avons pour habitude dans le podcast de commencer l'interview en faisant un petit focus sur ton parcours et ta formation. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, comment est-ce que tu t'es lancée dans le domaine de la pâtisserie ? Alors, je suis artiste peintre depuis ma plus tendre enfance et je forcément recherchais un métier qui pouvait me permettre d'exprimer cela. Il y a surtout que je suis issue d'une grande famille où la cuisine, la pâtisserie est une véritable religion. Et c'était important pour moi d'allier toutes les choses que j'aime. Alors, je suis arrivée un peu sur le tard dans la pâtisserie, il y a à peu près 15 ans. Et donc, j'ai souhaité un parcours traditionnel, passer mon CAP dans une école. C'était assez épique puisque je me suis retrouvée sur les bancs de l'école avec des adolescents de 15-16 ans. Mais ça a été extrêmement enrichissant. Et quand tu dis banc de l'école, est-ce que tu fais référence à un centre de formation Tout à fait. Ou une école privée ? Ok. Non, j'étais au lycée André Siegfried, qui se trouve en banlieue strasbourgeoise. On a deux grandes écoles de formation au CAP pâtisserie, le CFA des Chaux et celui de Haguenau, donc André Siegfried. Et donc c'est là que j'ai appris le métier et surtout que j'ai passé mon diplôme. D'accord, donc c'est une formation que tu as réalisée en 2 ans, c'est bien ça ? Voilà. Surtout, j'ai eu la chance de nouer des liens très étroits avec Monsieur Hammer, qui était mon professeur de pâtisserie et qui est devenu mon mentor. Il m'a complètement pris sous son aile et m'a appris vraiment toutes les bases des recettes de la pâtisserie traditionnelle française. Super. Et toi, en débutant ta formation, quels étaient tes objectifs ? Quel était ton projet de vie après ton CAP ? J'ai toujours eu dans l'idée d'entreprendre. Voilà, je suis quelqu'un de très indépendant et j'ai toujours eu cette volonté d'entreprendre, mais bien entendu, toute bonne chose nécessite construction. Il a fallu que je prenne le temps de me former, de me perfectionner pour pouvoir ensuite mener à bien ce projet. Alors, j'ai pas tout de suite ouvert la pâtisserie gâteau. J'ai d'abord ouvert un laboratoire de production. Plus exactement, c'était une chambre de bonne que j'ai retapée, que j'ai transformée en labo pour pouvoir m'entraîner et apprendre au départ. Et au fur et à mesure du temps et des demandes, j'ai créé donc au départ une petite entreprise dans laquelle je proposais mes services. Et très vite, j'ai développé une clientèle de professionnels et de particuliers. J'ai fait ça pendant à peu près 7 ans et à un moment donné, c'était vraiment très difficile, espace restreint, trop petit et donc une demande assez forte de la part de ma clientèle d'avoir une boutique qui est pignon sur rue. Donc c'est comme ça que est née la pâtisserie gâteau. Et dis-moi, quelle était la surface de ton laboratoire dans ta chambre de bonne ? Et cette phase de lancement, à quoi est-ce qu'elle ressemblait ? 9 mètres carrés, c'est très petit. Et il y a une raison à tout ça, c'est que au moment où je décide de passer mon CAP, je recherche un maître d'apprentissage. Et à l'époque, j'ai 27 ans et je ne trouve pas de maître d'apprentissage puisque trop vieille. Et sans doute d'autres raisons. Et je décide que quoi qu'il en soit, je dois le faire. Et donc, c'est comme ça que mon professeur de pâtisserie me prend sous son aile. Je comprends très vite qu'il faut que je me mette en situation professionnelle pour pouvoir vraiment apprendre.
avec les bons outils. Et donc, j'ai cette opportunité qui se libère au pied de mon immeuble. Je le mets aux normes, je le transforme. Au départ, c'était cette chambre de bonne, ce petit laboratoire était exclusivement dédié à mon apprentissage, à faire mes essais, mes tests, et donc à m'auto-former via des livres de recettes, des vidéos, des tutos sur YouTube. Donc c'est assez particulier. J'ai vraiment appris sur le tas et j'ai dû travailler beaucoup plus que les autres et vraiment dans la difficulté, puisque on sait très bien que c'est un métier de transmission où on apprend beaucoup en observant. Cette étape-là, j'ai pu la voir à l'époque avec mon professeur à l'école et lors des sessions d'apprentissage. Et ensuite, tout le reste, ça a été du travail d'autodidacte. C'est un parcours incroyable parce que je peux pas imaginer devoir s'auto-former. Enfin, moi qui suis actuellement en formation, je vois la complexité des choses et c'est vrai que être en entreprise à ce moment-là, c'est très important. Donc, déjà, bravo, c'est très impressionnant. Je confirme que ça a été vraiment très dur et forcément là où on va apprendre extrêmement rapidement en s'imprégnant dans une entreprise, j'ai appris plus lentement et ensuite avec un rythme complètement délirant. Au moment où j'ouvre mon entreprise, où je travaille dans ce petit laboratoire avec des pointes de 24-48 heures, parfois avec 2 heures, 3 heures de sommeil pour pouvoir honorer et respecter mes commandes. C'est un rythme de vie incroyable. Et à partir de quand est-ce que tu as pu avoir une petite équipe qui est venue te soutenir et essayer de t'alléger un petit peu tes horaires? Alors pendant 7 ans, j'ai travaillé seule. D'abord, l'espace ne me permettait pas d'employer quelqu'un, c'était trop petit. Et à partir du moment où je ne peux plus travailler dans ces conditions, puisque j'ai un volume de commandes qui est beaucoup trop important, un espace de stockage qui est trop restreint. À partir du moment où j'ouvre ma boutique, à ce moment-là, je recrute. Alors au départ, on est 2. J'ai ma vendeuse, puis moi. Et au fur et à mesure, très vite, on a commencé donc à recruter pour finir avec une équipe de 8 personnes, ce qui était quand même un grand luxe pour moi. Ça a été vraiment extraordinaire, une équipe motivée, très engagée. L'idée de cette boutique, c'était de garder le lien avec le client, puisque à l'époque où j'avais mon laboratoire de production, j'étais en contact direct avec le client et c'était tellement enrichissant de pouvoir échanger, de pouvoir partager que pour moi, c'est extrêmement important de garder ce lien. Donc, au moment où je crée la boutique gâteau, je décide que mon laboratoire sera visible de la rue. Je souhaite également qu'il y ait une communication via une petite fenêtre qui est tout le temps ouverte entre la boutique et le laboratoire. Et surtout, je pars du principe que qui mieux qu'un pâtissier peut parler de ses créations, le pâtissier. Donc, très régulièrement, les équipes de production et moi-même recevons 1 ou 2 clients, échangeons et les équipes de vente basculent au laboratoire pour pouvoir avoir aussi une vraie connaissance, une vraie notion des aléas de la vie en laboratoire de production. Et donc, cette expérience, elle devient très enrichissante dans le sens où on est constamment en connexion avec le client et le fait de pouvoir partager, ça apporte une dimension à notre quotidien qui est juste extraordinaire puisque le matin, quand on arrive et qu'on commence à travailler, on sait précisément pour qui on travaille et voilà, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est un métier de passion. Et c'est un métier aussi où forcément on aime les gens puisque on fait partie soit de ces petits moments de plaisir purement solitaires ou collectifs. Et le fait de travailler de cette manière-là nous permet de rester en lien, en contact avec, encore une fois, avec nos clients et c'est juste fabuleux. Et justement, Sarah, dis-moi, comment est-ce que les Strasbourgeois ont vécu l'ouverture de ta boutique? Alors ça a été juste extraordinaire. On a été accueillis à bras ouverts. J'ai été extrêmement touchée de cet accueil chaleureux, de cet engouement. C'était vraiment dingue. Mon idée de base, c'est pas forcément de bousculer les codes, mais de proposer
une pâtisserie qui ait du goût. À partir du moment où on propose une tarte au citron, que ce soit la tarte au citron qu'on ait tout de suite en bouche. Et très vite, je comprends qu'il faut se recentrer sur l'essentiel, et à savoir le produit. Alors, ce qui est drôle, c'est que la première année de l'ouverture de la boutique, j'avais travaillé sur une gamme avec des visuels un peu bling bling, waouh. On a beaucoup mis l'accent sur le visuel et sur le goût aussi. Mais très vite, je souhaite me rapprocher de l'origine des choses. Et donc, l'année suivante, je redessine toute ma collection de pâtisseries et je décide de la simplifier. Je décide de la simplifier pour que, entre ce que je vois et ce que je déguste, finalement, il y ait une frontière qui soit extrêmement, quasiment imperceptible, mais toujours en gardant le même fil conducteur, à savoir que on travaille exclusivement avec les fruits de saison, qu'on privilégie les circuits courts, le commerce de proximité, les petits producteurs locaux, ou du moins français, travaillant par exemple avec les agrumes Bachez. Pour le reste, on essaye toujours de travailler avec nos petits producteurs. Et ensuite, l'autre idée, c'est que puisque nous n'utilisons pas de produits laitiers, le fait que ce soit un produit végétal qui vienne sublimer un autre produit végétal, c'est un peu mon fer de lance. Et surtout, encore une fois, mettre l'accent sur le goût. Donc il y a un énorme travail de recherche et de développement qui est fait pour pouvoir travailler sur ces recettes-là, et surtout avoir le juste équilibre entre les apports de matières grasses et de sucre. Donc évidemment, pas supprimer le sucre, sinon la pâtisserie n'a plus de raison d'exister, mais avoir le juste équilibre et privilégier les sucres naturellement présents dans les fruits plutôt que le sucre ajouté. Et pour se faire une petite idée, pour les personnes qui nous écoutent, quand tu développes une recette, combien de temps est-ce que ça te prend, ou combien de tests il faut que tu réalises pour obtenir un résultat final qui te plaise? Il n'y a pas de règle de base. Il y a certaines recettes, ça m'est venu comme ça, comme une illumination. J'ai fait le test, l'essai, et puis c'est tombé pile comme il fallait. Et il y en a d'autres qui m'ont pris beaucoup plus de temps. En fait, à partir du moment où on retire le lait, la crème, le beurre, ce qui est important, c'est de le retirer, mais que ce soit remplacé par autre chose, et autre chose qui se rapproche de ce goût-là. Alors c'est très différent forcément. Si vous prenez une tarte au citron, je vais prendre un exemple, mais une tarte au citron traditionnelle, on a du beurre, et sachant que le beurre est un exhausteur de goût, il a fallu trouver un autre support. Et donc, à partir du moment où on commence à travailler là-dessus, on se rend compte que le premier support, c'est le fruit en lui-même. Le citron, c'est quelque chose de tellement simple et en même temps tellement complexe, que je me suis rendu compte que quasiment toutes les recettes de base des crémeux citrons qu'on avait étaient blindées de beurre. Et qu'à partir du moment où on le retire pour garder une quantité vraiment moindre en termes de matière grasse, forcément, on ressent beaucoup plus le citron. Mais la difficulté aussi, c'est que le beurre stabilise une crème au moment où c'est pris, et qu'il a fallu trouver d'autres procédés pour pouvoir avoir une crème qui se tienne et en même temps qui remplit sa promesse. Est-ce que tu as réussi à trouver des substituts aux produits laitiers de qualité? Alors ça, c'est la grande problématique. C'est que à partir du moment où on cherche à remplacer le lait, on va tomber sur des produits de substitution qui sont blindés de cochonneries. Et ça, pour moi, c'était absolument pas envisageable, puisque on a une grande part de responsabilité au niveau de la santé de nos clients. Et c'est la raison pour laquelle ma crème pâtissière, plutôt que de remplacer le lait et la crème par des produits de substitut, je les ai remplacés par de l'eau. En contrepartie, j'utilise de la vanille de Madagascar, ou de la vanille rouge, ou de la vanille Tahiti. J'ai une palette aromatique extrêmement riche. Et ensuite, le seul produit substitut qu'on utilise, c'est par exemple pour faire une crème diplomate. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur un super fournisseur qui propose une crème végétale qu'on peut monter et qui est de bonne qualité surtout. Quel est l'impact que ça a sur ta structure de coût? Alors voilà, on est obligé de prendre en compte tous ces aspects-là, en effet. À partir du moment où on remplace ces ingrédients de base,
et qu'on part sur des produits de substitution, forcément, ça peut être beaucoup plus cher. Sauf, encore une fois, si on prend le temps de bien travailler toutes ces recettes. Donc, par exemple, une crème pâtissière de base, quand on enlève le lait et la crème et qu'on le remplace par de l'eau, on se retrouve avec un moindre coût. Et du coup, on peut se permettre, si par exemple je décide de travailler sur de la pistache, de travailler avec des fournisseurs comme le comptoir de Mélanie qui propose des pures pâtes de pistache juste extraordinaires. Et du coup, ça permet de contrebalancer. Donc, on retire quelque chose, mais pour le remplacer par autre chose qui est encore plus qualitatif. Et finalement, on arrive à y trouver le compte. J'ai surtout investi dès le départ dans un logiciel de recettes, NetRecipe, qui est proposé par Jean-François Desguigné qui est vraiment fabuleux comme logiciel. Je rentre toutes mes recettes, ça me fait mes calculs, ça me les multiplie en fonction des quantités que je souhaite et surtout, je peux rentrer toute la liste de mes fournisseurs, le coût et je peux obtenir le coût en termes de matières premières sur chaque produit. D'accord, super. Donc ça, c'est vraiment un outil qui te facilite ton travail au quotidien, j'imagine. Grandement. On est avant tout le métier de pâtissier, évidemment qu'il y a de la création, etc. Mais c'est avant tout un métier d'organisation, de gestion de son temps pour pouvoir être rentable. Donc, toute la complexité de notre métier, c'est de trouver les bons outils et les bons partenaires pour pouvoir travailler de manière efficiente et efficace, pour pouvoir être productif et avoir ensuite un véritable retour sur investissement qui va nous permettre finalement de gagner notre vie. Et ensuite, évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est le cas de le dire, c'est toute la partie recherche et développement qui est la plus importante aussi. Il n'y a pas une partie qui est plus importante qu'une autre, mais quand on dit que c'est un métier qui est qui est assez stressant, c'est parce que on se doit de travailler encore une fois de façon extrêmement rapide, productive, efficace et efficiente. Et donc le travail de recherche et développement est primordial dans la création et dans la conception d'une pâtisserie puisque on va prendre en compte tous ces paramètres. Si demain j'ai envie de créer un nouvel entremets, c'est bien, donc je vais avoir des idées, j'ai en mémoire dans mon palais, en mémoire gustative, plusieurs ingrédients, plusieurs produits, puis je vais penser à des associations, et puis ensuite je vais réfléchir sur un biscuit, etc. Donc tout ça, je vais le coucher sur un papier. Moi, toutes mes pâtisseries, elles passent d'abord par l'étape croquis, donc je les dessine, je pense au visuel, ensuite les associations de saveurs. Mais là où ça va être important, c'est sur toute la partie mise en œuvre de cet entremets, qu'il soit bon avant toute chose, ensuite qu'il soit beau, mais surtout qu'il soit réalisable et qu'il soit réalisable dans les meilleures conditions optimales. Et comment est-ce que tu nourris cette créativité ? Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. D'abord, j'ai toujours été un électron libre, j'ai toujours eu un grand besoin de liberté, de voyager. Je n'ai pas de peur dans la vie. Pour moi, il n'y a rien de grave à part la mort. Et donc, à partir du moment où on est complètement libre dans sa tête, on devient extrêmement alerte. J'ai une grande curiosité. Tout m'intéresse, un rien, un détail. Je veux dire, la créativité, pour moi, c'est presque quelque chose d'inné qui est presque lié qui est presque directement relié à l'émotion. La créativité, pour moi, c'est ça, c'est une émotion, c'est une impulsion. Et depuis adolescente, avec un petit carnet dans lequel que j'ai toujours sur moi, et c'est un rien. Je vais être dans la rue, je vais voir une image, je vais goûter quelque chose, je vais sentir une odeur, je vais le noter. Ou alors d'un coup avoir une idée comme ça en plein milieu de la nuit, me réveiller, l'écrire, la noter, me rendormir. Voilà. Toujours avec son calepin. Voilà, c'est ça. Alors j'ai une petite collection sympa, puis c'est rigolo de pouvoir y revenir et de revoir ses notes d'il y a 1 an, 2 ans, une semaine, 10 ans. C'est assez intéressant. C'est très précieux en tout cas Oui. Comme information. Voilà. J'aimerais aborder avec toi maintenant la thématique de l'entrepreneuriat. Donc, on a parlé de la boutique gâteau qui a ouverte en 2016. Est-ce que tu peux me dire le temps qu'il t'a fallu entre donc l'idée de monter la boutique et la réalisation et l'ouverture réelle ? Disons que c'est une idée que je mûrissais déjà depuis longtemps. Alors comme je disais, j'ai d'abord travaillé pendant 7 ans dans mon petit laboratoire et à partir du moment où j'ai compris que c'était plus possible de travailler comme ça si je voulais me développer et aller plus loin, il m'a fallu à peu près un peu moins d'1 an pour monter ce projet. Je l'ai monté seule. Après, ça a été des rencontres,
une architecte extraordinaire, Edith Wildy des Ateliers Fous du Roi, qui a été un peu une rencontre décisive, qui a tout de suite compris mon identité, ce que je recherchais, ce que je voulais, au niveau de l'espace, au niveau de l'agencement aussi. Et puis après, que des belles rencontres, voilà. Mais il faut à peu près 1 an. Enfin, en tout cas, moi, il m'a fallu à peu près un peu moins d'1 an pour pouvoir monter à bien ce projet. Je dirais que 6 mois, 6-8 mois, quoi. D'accord. Quels ont été les challenges que tu as rencontrés pendant la création de la boutique, outre le développement des recettes qu'on a déjà évoqué auparavant? Je ne sais pas si on peut réellement parler de challenge. Le métier de pâtissier, c'est un travail d'équipe. C'est des rencontres et c'est des gens. À partir du moment où on a complètement intégré que on a besoin de tout le monde pour pouvoir aller là où on a envie d'aller, ben c'est un peu pareil dans la vraie vie. Donc préparer l'ouverture de cette boutique, finalement, ça a été pareil. C'est apprendre aussi à faire confiance au savoir-faire et à l'expertise des gens qui s'y connaissent. Et donc c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai envie de dire que j'ai pas été particulièrement aidée aussi non plus dans l'ouverture de ma boutique, puisque c'est quelque chose que je voulais faire seule. Donc, c'était une vraie volonté, pas parce que j'avais quelque chose à me prouver, mais parce que je ressentais profondément que pour que cette boutique me ressemble, il fallait que je le fasse seule. Mais par contre, quand je dis seule, c'est au niveau de l'idée que j'en avais, mais aussi savoir bien s'entourer. Et c'est la raison pour laquelle je parlais juste un peu avant de cet architecte qui a été extraordinaire, puisque on a travaillé main dans la main toutes les deux, et elle après a pris le relais avec tout le reste. À partir du moment où on est dans la confiance avec les gens qui vous entourent, alors les choses se font. Le seul message que j'ai envie peut-être de faire passer, c'est que les seules barrières qu'on puisse avoir dans la vie, ce sont celles que l'on s'impose à soi-même. En dehors de ça, on n'a qu'une seule vie. Alors il faut y aller et jusqu'au bout, tenter le tout pour le tout, mais tout faire pour réaliser ce qui nous habite et ce qui nous anime au quotidien. Eh ben, c'est de très belles paroles. Merci pour ça et j'espère que ça motivera d'autres personnes qui écoutent le podcast à se lancer dans des projets. Ce qui m'intéresse maintenant, ce serait de savoir quels sont tes projets futurs, parce que la boutique gâteau, c'était une première étape dans ta vie d'entrepreneuse. Qu'est-ce qui t'attend maintenant pour le futur? Alors pour le futur, plein de choses. Je travaille actuellement sur 2 nouveaux projets. Le premier, donc c'est un projet donc de pâtisserie, quelque chose de plus complet que ce que j'ai pu faire chez Gâteau. Chez Gâteau, on était principalement centré autour de la pâtisserie, et j'ai souhait, en tout cas aujourd'hui, de proposer quelque chose de plus complet avec une gamme de viennoiseries et de pâtisseries sèches, donc de gâteaux de voyage, les pâtisseries fraîches comme on a pu en voir chez Gâteau, une gamme de snacking, mais voilà, et ensuite de la confiserie, etc. Donc quelque chose quand même de plus important que ce que j'ai pu faire chez Gâteau, et en tout cas de plus complet. Mettre l'accent dans ce nouveau projet vraiment sur le sourcing. On s'est rendu compte avec cette crise du coronavirus à quel point c'était capital et essentiel. Il y a eu une espèce de vraie prise de conscience. Alors même si c'est un petit peu retombé, je pense que ce qui nous arrive n'est jamais dû au fruit du hasard. En tout cas, personnellement, j'ai vraiment réalisé l'importance encore une fois, du commerce de proximité, des producteurs locaux, le bio aussi. Je veux dire, aujourd'hui, il faut savoir être à l'écoute de la société et de ce qu'elle nous dit. Et ce que me dit aujourd'hui la société de consommation, le client lambda, c'est que on veut savoir ce qu'on mange, on veut connaître l'origine, on veut une histoire derrière tout ça, et non plus se contenter de produits industriels comme on a pu s'en contenter pendant des années. Et c'est là que toute la beauté de l'artisanat prend place, et c'est là où le savoir-faire, le fait maison, le local prend toute son ampleur. Je souhaite garder ce concept de connexion avec le client. Et je me rends compte à quel point avec le coronavirus, c'est encore plus important et plus rassurant. Qu'est-ce qui faisait que le laboratoire était ouvert sur la rue
Et qu'est-ce qui fait que sur ce nouveau projet, je veux maintenir cette idée? C'est parce que pendant des siècles, les pâtissiers étaient cachés dans des caves, dans des sous-sols, ou en tout cas, on les voyait pas travailler. Il y avait tout un mystère qui tournait autour. Et aujourd'hui, les mentalités ont changé. On veut savoir, on veut voir comment c'est fait, on veut comprendre, on n'a rien à cacher, on a un métier qui est juste extraordinaire, et au contraire, c'est une invitation aux clients de venir observer la manière dont nous travaillons. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir maintenir ça, et puis développer également un site internet avec du click and collect, ou alors un service de livraison. Super. Et ce projet de boutique, est-ce que c'est un projet que tu souhaites installer de nouveau à Strasbourg, ou est-ce que... Alors je laisse planer le mystère volontairement. Très bien. On me demande régulièrement, peut-être que ce serait dans 2 villes, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est un projet qui verra, quoi qu'il en soit, le jour à partir du premier trimestre 2021, si tout se passe bien. Il y a surtout que il prend un peu plus de temps au montage, dans le sens où Gâteau, je l'ai fondé toute seule. Et j'ai littéralement été au four et au moulin, à la production, à la gestion, à la com, à la livraison, aux ressources humaines, au coaching des équipes, aux recherches et développement. Tous ces postes-là qui sont stratégiques dans une pâtisserie traditionnelle, j'ai assuré sur tous ces postes. Donc ça a été extrêmement enrichissant, mais je comprends aujourd'hui plus que jamais l'importance que chacun de ces postes soit accompli par une personne différente pour pouvoir travailler mieux. Et c'est la raison pour laquelle, sur ce nouveau projet, aujourd'hui, je fais appel à un investisseur pour pouvoir travailler main dans la main avec lui, forte de mon expérience sur tous les fronts. Voilà, donc aujourd'hui, je suis dans la phase où j'étudie les propositions qu'on me fait, et pour pouvoir choisir la bonne personne avec qui je vais collaborer. Super, merci. Je crois savoir que tu as un deuxième projet en préparation qui est tout aussi important et d'envergure. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Voilà, donc il s'agit de la création d'une entreprise de consulting. Ces 3 dernières années, j'ai été énormément sollicitée, soit par des écoles de formation ou par des professionnels du métier qui me demandaient soit d'assurer des masterclass, ou alors des stages de perfectionnement en entreprise. Et donc, j'ai décidé de rajouter cette corde à mon arc en développant la partie formation et transmission. C'est un peu un pied de nez sur ma propre histoire, de me dire que si moi j'ai pas eu cette chance, aujourd'hui j'ai envie de proposer à d'autres. Et donc j'ai eu un premier projet qui a été très très intéressant, où une personne qui rachetait une entreprise et qui m'a demandé de travailler sur sa carte des recettes, sur son identité et sur le coaching des équipes et la formation à la production. Et ça a été extrêmement enrichissant. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, et donc j'ai décidé de le développer. Et l'idée, c'est que ça vienne en complément de mon projet principal, qui est l'ouverture de cette nouvelle boutique. Et pour la 3e étape, donc c'est un livre de recettes. Je prends beaucoup de plaisir à partager mes recettes. Et c'est un peu la base de notre métier, le partage. Et donc, dès que je peux, j'essaye de le faire, alors via les réseaux sociaux, ou alors via d'autres plateformes. Et donc, c'est un peu l'aboutissement de tout ça. Et ça tombe bien, parce que tu souhaitais partager aujourd'hui avec nous ta recette de bergamote. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu aimes travailler ce produit, et pourquoi est-ce que cette tarte est si particulière? Alors, la tarte au citron, c'est mon dessert préféré depuis toujours. La bergamote, c'est une variété de citron, et il y a quelques années, j'ai eu l'immense plaisir de déguster celle de Bacchès, qui était juste fabuleuse. Et j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de ce produit, mais sur quelque chose quand même de simple. Et la simplicité, pour moi, c'était de le proposer sous forme de tarte, avec donc une pâte sablée bien craquante, et un confit et le crémeux bergamote. Il y a aussi un côté très régressif, c'est que j'ai dans ma mémoire gustative les petits bonbons bergamote que je savourais quand j'étais petite, jusqu'à avoir mal au ventre, et ça reste quand même un peu
ma Madeleine de Proust. J'invite tout le monde à consulter du coup la recette qui sera disponible sur notre compte Instagram et sur Facebook, @lesbecs-sucrés-podcast. Une recette à tester de toute urgence et qui sera peut-être à retrouver dans le livre, Sarah, que tu comptes publier. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'on peut attendre la publication de ce livre ? On est en plein travail dessus. J'ai pas encore d'idée, mais j'ose espérer peut-être au premier trimestre 2021 également. Fantastique. Dis-moi Sarah, où est-ce qu'on peut suivre toute ton actualité ? Alors sur le compte Instagram Sarah Habitant ou alors sur la page Facebook qui porte le même nom et que j'essaye d'alimenter du mieux que je peux en parallèle du travail que j'ai actuellement. Sarah, je te remercie pour ton temps si précieux et je te souhaite beaucoup de succès dans tes nouveaux projets. Et on aura plaisir à te suivre. Merci d'avoir fait partie du projet Les Becs Sucrés et je te dis à très bientôt. Merci Julie. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook @lesbecs-sucrés-podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact@lesbecs-sucrés.com. À très vite!